Nous revenons avec la matière de fiscalité et les revenus professionnels. Donc on en était resté aux différents frais qui ne sont pas déductibles. Donc on avait vu ce qu'était un frais. Il y a les frais forfaitaires, les frais réels. Quand on fait des frais réels, il faut pouvoir les prouver. Quand bien même on les prouve, il y en a certains qui ne sont pas déductibles. C'est ceux que nous avions vus à la fin de la vidéo précédente. Donc pour plus d'informations sur les dépenses non admises, il y en a un paquet dans les lois fiscales évidemment, mais vous pouvez déjà aller dans le syllabus de la page 46 à la page 54. Vous avez un tableau qui reprend une grande série de dépenses non admises qui est déjà plus complet que les 7 points que je vous ai mis ici. Mais enfin, les 7 points que je vous ai mis ici sont les essentiels à connaître et donc pour l'examen, il faut absolument connaître cela. Donc, on continue avec la matière. Dans la suite des frais, bien, un frais très important, si vous engagez du personnel, c'est les frais de rémunération. Alors, rapidement, c'est bon d'un petit peu savoir de quoi est faite une rémunération. On ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, encore une fois, c'est une introduction à la fiscalité. En quelques heures, on ne peut pas vous faire un cours de fiscalité complet qui prend parfois une année entière de cursus quand on parle de fiscalité, impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, droit d'enregistrement, etc. Donc ici, un petit aperçu rapide de ce que c'est qu'une rémunération et comment elle se calcule. Donc c'est assez simple. En fait, à la base d'une rémunération, alors je vous ai mis les employés et les ouvriers, je vais d'abord vite vous parler que des employés. À la base d'une rémunération, on a du brut. Imaginons mensuellement 2500 € de brut pour un employé. Des rémunérations, la première chose que l'on enlève, c'est toujours les cotisations au NSS. Que le travailleur paye, c'est la quote-part que le travailleur paye pour la sécurité sociale du pays. Donc de son salaire, on retire 13,07%. C'est un chiffre assez facile à retenir, c'est 13,07. 13,07, c'est les renseignements téléphoniques. Si vous vous en rappelez pas, rappelez-vous de ces deux merveilleuses femmes que sont Thérèse et Rosette. 13,07, c'est pas grave. Donc la cotisation ONSS, c'est quoi? Donc l'ONSS, c'est l'Office national de la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça comprend? Les gens qui ne peuvent pas travailler, les gens qui ne travaillent pas encore et les gens qui ne travaillent plus. C'est ça l'ONSS. Donc ça sert à payer des allocations familiales pour les enfants qui ne travaillent pas, payer les pensions pour les gens qui ont bien assez travaillé et qui ne travaillent plus, et payer également les gens qui actuellement n'ont pas de travail, c'est-à-dire à la fois tout ce qui est maladie, invalidité, donc toutes les caisses de maladie, invalidité, de soins de santé, etc. Et alors, le chômage, évidemment, est aussi payé par les cotisations NSS. Et il y a encore un pilier qui existe, c'est celui des vacances annuelles pour les ouvriers. Parce que quand on est employé, ces vacances sont payées par son patron, enfin par l'employeur. Quand on est ouvrier, non. L'employeur ne paye pas les vacances annuelles des ouvriers. C'est une caisse qui s'appelle les vacances annuelles, l'ONVA, l'Office national des vacances annuelles, qui paye les vacances annuelles aux ouvriers. Et donc, c'est cette caisse qui va payer les vacances annuelles, mais seulement aux ouvriers. On verra après quel impact ça a sur la rémunération des ouvriers. Donc, il y a les cotisations NSS de 13,07% du brut pour un employé. Donc, 13,07% de 2500, ça fait 326,75 si vous prenez votre calculatrice. Qu'est-ce qu'il reste? La rémunération imposable sur laquelle on va devoir payer de l'impôt. Donc, l'employé va payer de l'impôt. Heureusement, on retire l'ONSS avant. Il ne paye pas de l'impôt sur ce qu'il a déjà donné à l'État pour aider les autres. Donc, 2173,26, c'est la rémunération imposable, desquels on enlève ces impôts que l'on retient à l'avance. C'est ce qu'on appelle le précompte professionnel. Alors, ça dépend. Vous dire un pourcentage, c'est pas possible. Ça dépend de la situation de chacun. On verra après comment se calcule l'impôt, mais c'est un peu selon le même principe, évidemment, qu'on calcule le précompte pour que, en fin d'année, la totalité des précomptes qu'on a retirés sur votre salaire soit en fait, représente en fait la totalité de l'impôt à payer, c'est le mieux. Hein? Et souvent, c'est même plus, parce qu'alors les gens sont contents, ils disent « j'ai retouché de l'impôt ». Moi, alors là, je ne serais pas content de retoucher de l'impôt. Ça veut dire que pendant une année, j'ai payé trop de précomptes,
qui a été retenu sur mon salaire, que l'État a joué et a pris mon argent, et que c'est seulement 2 ans plus tard qu'ils vont me rendre cet argent quand ils me rembourseront le trop perçu sur ma déclaration fiscale. Donc voilà, ça c'est le précompte professionnel, c'est donc l'impôt que je paye à l'avance sur mon salaire. Et alors en dessous, on a la rémunération nette. Pour un employé, donc on voit que si mon patron me déclare, quand je me présente chez lui, vous allez gagner 2500 € de brut, ça les petits jeunes quand ils arrivent, on leur dit, vous allez gagner autant. Ils sont toujours très contents. En fait, les plus anciens leur expliquent très rapidement quand même, attention, si tu gagnes 2500, en fait dans ta poche en fin de mois, il va rester 1629,94. Donc ça, c'est la rémunération de l'employé. Ensuite, l'employeur, parce que les 13,07% d'ONSS retenus sur les salaires de tout le monde, c'est pas suffisant pour remplir les caisses de l'ONSS. Hein. Et donc ce que l'on fait encore, c'est qu'on demande à l'employeur, donc au patron, de payer encore du brut, une cotisation ONSS employeur. Et là, dans les cas classiques, je vous dis, c'est ce qu'on calcule ici, c'est une rémunération tout à fait classique. Hein. Il y a plein de mesures actuellement qui permettent de payer moins de cotisations ONSS. Mais dans un cas classique, eh bien, la cotisation ONSS, elle est entre 30 et 45% selon les commissions paritaires des secteurs dans lesquels on se trouve. Là, moi, j'ai pris une moyenne de 35%. Eh bien, les 2500 € de brut à 35%, ça fait encore une cotisation ONSS employeur de 875 €. Au final, qu'est-ce que ça va coûter à l'employeur d'engager un travailleur qui va toucher au final sur son compte 1629,94 €? Eh bien, ça va lui coûter les 2500 € brut, puisque ça, il va devoir le verser à l'État, ça, il va devoir le verser à l'État, et ça, il va le verser à son salarié. Donc, il aura déjà déboursé les 2500, plus encore les 875, ce qui fait au total 3375. Donc, ça coûte à l'employeur 3375 €, et on n'a pas encore parlé des différentes assurances, du secrétariat social, de la médecine du travail, et de tout ce qu'il doit mettre en place quand il a des employés. Donc, au minimum, ça lui coûte 3375 € pour que l'employé touche 1630 € à peu de choses près. On est dans les cas classiques. Donc quand on dit « je coûte 2 fois plus à mon patron », vous voyez, oui, on y est. Hein, on y est même un peu plus haut. Hein. Pour l'ouvrier, c'est un tout petit peu différent, je vous explique très rapidement. En fait, comme l'ouvrier, ses vacances annuelles sont payées par l'ONSS, par l'Office national des vacances annuelles qui dépend de l'ONSS, on va tout calculer la même chose, mais chaque fois qu'on va parler d'ONSS, on va calculer l'ONSS sur un brut majoré de 108%. Donc, pour calculer l'ONSS, les 2500 se transforment en 2500 fois 1,08. Donc, c'est 108% de 2500. Je l'ai calculé, ça fait 2700. Et donc, chaque fois qu'on va calculer de l'ONSS, on ne va pas calculer sur les 2500, mais sur les 2700. Donc, j'ai 2500 de brut. Je vais calculer mon ONSS de l'ouvrier, c'est donc 2700 fois 13,07%, ce qui nous fait 352,89 si jamais vous prenez votre calculatrice. Qu'est-ce qui reste? La rémunération imposable, qui donc est un tout petit peu inférieure à celle de l'employé, puisqu'il a dû lui-même cotiser pour ses vacances annuelles. C'est un comble que les syndicats n'ont toujours pas soulevé d'ailleurs. Donc 2147,11, c'est ce qui reste comme rémunération imposable, desquels on retire le précompte professionnel, toujours selon un barème mais selon notre situation familiale, 536,78. Donc ça, c'est des montants que je ne peux pas vous donner, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas un pourcentage bien défini. Et alors, ça va donner comme rémunération nette à peu près 1610,33 €. C'est pas tout. L'employeur, lui, va quand même devoir payer sa cotisation ONSS aussi, et qui n'est pas calculée sur les 2500 bruts. Mais comme c'est de l'ONSS, c'est qu'on parle d'un ouvrier sur le brut majoré à 108%, c'est-à-dire sur 2700. Et donc, on va donc calculer 2700 fois une moyenne que j'ai pris, 35%. 2700 fois 35%, ça fait 945 €.
qu'on rajoute au brut qu'il a réellement dû payer, les 2005. 2005 plus les 945 euros, ça fait 3445 euros de frais pour l'employeur pour que l'ouvrier touche dans sa poche 1610,33 euros. Voilà, ça c'était pour vous faire un petit topo des frais de rémunération. Donc on a le brut, l'ONSS de 13,07%, on arrive à l'imposable. Si c'est un ouvrier, attention, l'ONSS est majoré à 108%, enfin le brut est majoré à 108% pour calculer l'ONSS. Une fois qu'on a l'imposable, on enlève le précompte, ça nous donne le net. Et il y a encore une cotisation ONSS employeur. Et d'ailleurs, dans toutes les mesures de relance économique qui ont eu lieu les dernières années, le fameux engagement du premier travailleur, c'est cette cotisation ONSS employeur qui disparaît. Et donc, le brut que je paye à mon salarié est quasiment les frais que vont m'engendrer mon salarié. Donc c'est déjà moins important qu'auparavant, puisque pour un premier employé ou ouvrier, on ne paiera pas de cotisation ONSS. Donc ça, c'était pour vous faire le petit topo des rémunérations. Après les rémunérations, un autre frais très important, ce sont en fait les frais d'amortissement. Ça fait déjà longtemps qu'on parle ensemble d'amortissement. On en a parlé au tout début en comptabilité dans la théorie. On en a parlé encore dans les biens d'investissement quand on calculait les TVA et en comptabilité simplifiée. On en a encore parlé en comptabilité double quand on a parlé des classes 2 qui sont les immobilisations. On en a parlé en aspect financier quand on parlait des mêmes immobilisations. Donc maintenant, parlons un peu plus de manière fiscale de ce qu'est un amortissement. Donc l'amortissement, ce sont les montants qui sont pris en charge. Donc c'est une charge qui représente l'usure des biens d'investissement, des immobilisations, et qui répartissent leur coût d'acquisition sur leur durée de vie. J'achète un ordinateur, 1200 euros, ben je sais que mon ordinateur, je vais pouvoir l'utiliser pendant 3 ans, donc je ne vais pas pouvoir mettre en charge, en frais cette année 1200 euros. Je vais être obligé, comme je vais utiliser mon ordinateur pendant 3 ans, idéalement, ben on se dirait 1200 euros divisé par 3, je vais mettre 400 euros chaque année en frais, et pas 1200 cette année, parce que ça représente donc l'usure du bien d'investissement. Alors il y a 2 grands types d'amortissement, le linéaire et le dégressif. Alors le linéaire c'est le plus facile, donc on va d'abord parler de lui. Donc il s'agit juste d'amortir la valeur d'un bien sur le nombre d'années d'utilisation probable du bien. Dès lors, si jamais j'ai une voiture qui m'a coûté 25 000 euros, je considère que je devrais l'utiliser pendant 5 ans, eh bien je vais pouvoir amortir pendant 5 ans 5 000 euros par an. C'est assez simple comme utilisation. Alors, vous verrez dans le livre qu'à un certain moment, enfin, à une certaine page, il y a un tableau de durée d'amortissement selon certains biens immobilisés. Et l'administration fiscale va toujours tenter de vous les imposer. Vous achetez une voiture, l'administration fiscale va dire une voiture c'est 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est dans le tableau. Oui, mais ce que dit la loi, c'est que la durée d'amortissement est fonction de la durée probable d'utilisation du bien. Donc, imaginez quelqu'un qui achète une voiture mais qui fait 100 000 km par an, et qui se dit, moi, dans 3 ans, ma voiture, elle est morte, elle aura fait 300 000 km, eh bien, rien ne l'empêche d'amortir en 3 ans. Durée d'utilisation probable du bien. L'administration fiscale va dire, non, vous devez amortir en 5 ans. Mais non, monsieur, moi, mes voitures, je vous le prouve, mes anciennes voitures, j'ai toujours roulé à peu près 100 000 km par an. Au bout de 300 000 km, une voiture, elle est morte. Et donc, ma voiture, je vais l'utiliser sur 3 ans, donc je l'amortis sur 3 ans. Et ils sont obligés de s'y plier. La loi dit simplement la durée d'amortissement est fonction de la durée probable d'utilisation du bien. Donc, quand on achète une voiture d'occasion, j'ai des clients qui achètent parfois des vieilles camionnettes, des vieux clous à 2000 euros. Elles ont déjà presque 200 000 km et ils me disent, je ne sais pas combien de temps je vais commencer avec celle-là. Et ils l'achètent 2000 euros. Mais je ne vais pas l'amortir sur 5 ans, le vieux bazar. Dans 5 ans, il n'existera plus. Donc, ce que je fais,
ben, je l'amortis. Souvent, je me dis ça va durer une année et un peu plus. Pour mettre en charge en une fois un bien d'investissement, c'est toujours difficile, mais je vais peut-être le prendre en 2 ans. Et donc, sa camionnette, je vais l'amortir sur 2 ans. Hein? Évidemment, quand c'est à leur avantage, parfois ils retournent ça. Donc l'administration fiscale, j'ai déjà entendu dire que pour certaines voitures allemandes de prestige, très très fiables, ils avaient refusé l'amortissement en 5 ans, alors que d'habitude ils le préconisent parce que c'est dans leur tableau. Mais ils avaient dit non, non, cette voiture-là, elle est très chère et elle est très fiable et elle est garantie pendant des années. Donc, vous pouvez l'amortir sur 10 ans et pas sur 5 ans. Donc, ils avaient, pour une fois, ils n'avaient été en dehors de leur tableau et ils avaient pris la loi, évidemment, quand ça les arrange. Ils reviennent à l'esprit de la loi, mais quand ça les arrange pas, ben, ils partent sur leur tableau et ils sont bornés par rapport à leur tableau. Donc, voilà. Donc, ces durées d'amortissement généralement admises sont utiles comme référence, mais ça n'est pas une obligation. Je tenais à vous en faire part. Donc ça, c'est pour l'amortissement linéaire. Alors, je vous donne un exemple de tableau d'amortissement linéaire. Donc, c'était un bien qu'on achète 2500 €. On l'a acheté en 2020, on l'amortit sur 5 ans. Ben, comment est-ce qu'on va l'amortir? C'est tout simple, hein, l'amortissement linéaire. En 2020, 2500 € divisé par 5 ans, ça fait 500 € par an. Donc, l'amortissement de l'année 2020, c'est 500. Combien j'ai amorti à la fin de l'année 2020? 500. La valeur résiduelle est donc 2500 l'achat moins 2000. Mon bien dans ma comptabilité à la fin de l'année 2020 vaut encore 2000 €. L'année 2021, ben, j'amortis encore 500. Donc au total, j'aurai amorti 1000 €. Mon bien valait 2500, j'ai amorti 1000 €. Quelle est encore sa valeur comptable? Ben, 1500 €. L'année suivante, 500 €. L'amortissement cumulé, 1500. La valeur résiduelle, 1000. L'année suivante, ben, j'amortis encore 500. L'amortissement cumulé, 2000 €. Quelle est encore la valeur de ce bien? 500. L'année suivante, encore 500 d'amortissement. Au total, j'ai amorti 2500. Et comme le bien devrait être complètement usé, fini, voilà, durée d'utilisation 5 ans, eh bien, à la fin de l'année, il ne vaut plus rien dans ma comptabilité. Il peut rester là indéfiniment, je peux continuer à l'utiliser, mais il n'a plus de valeur comptable. Alors, une chose que j'ai oubliée dans les slides, c'est de vous parler de la moins-value et de la plus-value en cas de revente. Mais imaginez que je revende après 5 ans ce bien à 200 € ou à 300 €, ben, je vais taxer sur les 200 ou 300 €. Par contre, imaginez qu'en 2020, à la fin de 2020, début 2023, il vaut encore 1000 € dans ma compta. Si je le vends 900 €, je vais faire une moins-value, donc j'aurai des frais, j'aurai une charge en plus, un frais professionnel en plus de 100 €. Parce que si je le vends 900 alors qu'il vaut encore 1000, ben j'aurai perdu 100 € et je vais pouvoir le déduire dans mes frais. Par contre, si j'arrive à le vendre 1200 € alors qu'il en valait encore 1000, je vais taxer sur 200 €. C'est une petite chose que j'avais oubliée dans les slides, donc je tenais à vous faire part des plus-values et moins-values en cas de revente de biens immobilisés. Donc ça, c'était pour le tableau linéaire. Vous voyez, c'est tout simple. 500 €, enfin, hein, un amortissement identique chaque année, c'est très facile. Et à la fin, il ne reste plus rien, et c'est en 5 ans, parce qu'on avait dit qu'on l'amortissait en 5 ans. Voilà. Et c'est chaque année le même montant. Ensuite, un peu plus compliqué parce que c'est devenu une obligation en société. Donc dès qu'on est en société, pas en personne physique, mais dès qu'on est en société, on doit amortir de manière linéaire, mais pro rata temporis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin et ça veut dire en fonction du temps qui s'est écoulé. Ben oui, parce que imaginez que j'achète donc une voiture le 20 décembre, voiture qui coûte 25 000 €, je peux amortir 5 000 € cette année, alors que je suis à la fin de l'année. C'est génial. Eh bien, l'État a dit, en personne physique à la limite encore, mais en société, on ne veut plus. Avant, c'était une obligation pour les grandes sociétés, maintenant c'est une obligation pour toutes les petites sociétés aussi, parce qu'ils ont pris toutes les sociétés. Et donc, quand on est en société, non, on ne pourra plus amortir 5 000 €
sur l'année. Si je l'ai acheté fin décembre, eh bien, je ne pourrai l'amortir que les quelques jours de décembre qui restent. Je vous ai pris le même exemple que là tout de suite pour vous l'expliquer plus facilement. Donc, si j'achète donc un bien, mais que je l'achète le 1er décembre de l'année, ben, il ne reste plus que le mois de décembre dans l'année. Donc, je vais pouvoir amortir qu'un 12e. Un 12e, si je fais un calcul rapide. Il y a 12 mois dans l'année et il me reste encore un mois où je vais utiliser le bien. Mais normalement, il faudrait bien même amortir en 365e, donc en jours qu'il reste dans l'année. Le mois de décembre a 31 jours, et donc je vais pouvoir amortir 31 365e des 500 € que j'aurais pu amortir sur une année. Sur une année, je peux amortir 500 €. Ah oui, mais cette année, je ne l'utilise pas toute une année. Je l'utilise que 31 jours sur 365. Et donc, je vais amortir cette année seulement 42,47. Après, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le reste du tableau d'amortissement. Donc, en 2020, j'amortis 42,47. Je ne peux pas plus, parce que je l'ai utilisé que pendant un mois. Donc, tous les chiffres vont être un peu bizarres, puisqu'on aura ce 42,47 qui va nous suivre. La première année, j'ai donc amorti 42,47. Qu'est-ce qui reste? 2500 moins les 2450, moins les 42,47, qui fait 2457,53. L'année suivante, c'est une année pleine, j'amortis 500. Amortissement cumulé, 542,47. Valeur résiduelle, 500 en moins que l'année d'avant, donc 1957,53. L'année suivante, j'amortis encore 500. J'aurai amorti 1042,47. La valeur résiduelle sera encore de 1457,53. L'année suivante, j'amortirai encore 500. J'aurai amorti au total 1542,47. Et il me restera donc en valeur résiduelle 957,53. L'année suivante, j'amortis encore 500, une année entière. J'aurai amorti donc 2042,47 et ma valeur résiduelle sera de 457,53. Et l'année suivante, vous allez me dire, oui, mais donc il y a 6 années. Mais oui, parce qu'il y a 1 mois la première année et donc 11 mois la dernière année. Mais au total, de date à date, ça fait bien 5 années. Mais ça fait 6 exercices comptables. Et donc sur le dernier exercice, il y aura les derniers 11 mois où on va amortir le reste de la valeur, c'est-à-dire pas 500, mais 457,53. Et donc, j'aurai au final amorti mes 2500 et la valeur résiduelle du bien, au bout de 5 années d'utilisation réelle de date à date, sera de 0. Ça, c'est l'amortissement linéaire pro rata temporis, donc très important à le connaître, puisque l'amortissement linéaire est l'amortissement le plus fréquent. Et maintenant, dès qu'on est en société, on est obligé d'utiliser le pro rata temporis. Voilà, pour l'examen, je ne suis pas sûr que vous aurez des amortissements cette année-ci, en tout cas suite à la crise du Covid-19 et de la matière de fiscalité qui a été un peu rapide. Ensuite, il y a l'amortissement dégressif. Je vous en parle très très vite, parce qu'en fait, j'en n'en parlais plus, parce qu'en fait, il devait être devenu interdit pour tout le monde. Mais je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, il n'était toujours pas interdit en personne physique. Mais en société, il est interdit fiscalement. Donc, fiscalement, on ne peut pas déduire un amortissement dégressif. Comptablement, il existe encore dans la loi comptable. Je ne vois pas qui serait assez fou pour aller faire en société des amortissements dégressifs comptablement, mais rechanger ces amortissements avant de faire sa déclaration fiscale, parce que dans la déclaration fiscale, il ne pourrait pas faire des amortissements dégressifs. Donc, à mon avis, ceux qui existent encore vont continuer les amortissements dégressifs, mais par la suite, plus aucun comptable ne va faire d'amortissement dégressif en société. En personne physique, c'est encore possible pour le moment. Alors, je vous l'explique quand même rapidement, puisqu'il est toujours possible en personne physique. Il y a 4 règles. On amortit sur la valeur résiduelle. Vous allez voir après avec l'exercice. Le taux est le double que celui pratiqué en linéaire. Et l'année où l'amortissement dégressif devient plus petit que celui qu'on aurait pratiqué en linéaire, on repasse en linéaire. C'est les 3 principales règles. Et alors, une annuité d'amortissement dégressif ne peut jamais être supérieure à 40%. Donc, je répète les 3 premières règles.
On amortit sur la valeur résiduelle, on double le taux du linéaire, et quand le dégressif devient plus petit que le linéaire, on repasse en linéaire. Avec un exemple, vous comprendrez mieux. Alors, même exemple, 2500 € sur 5 ans, c'est donc un taux de 20%. 100% divisé par 5 ans, ça fait bien 20%. Je pouvais amortir 20% par année. Hein? Alors, la première année, première règle, je dois amortir sur la valeur résiduelle. Je viens d'acheter un bien qui coûte 2500 €. Combien vaut-il? 2500 €. Alors, donc, je prends la valeur résiduelle, 2500 €. Deuxième règle, je dois doubler le taux que j'aurais pratiqué en linéaire. Mais en linéaire, c'était du 20%. Donc ici, je vais pouvoir faire du 40%. Donc 2500 fois 20 fois 2, 2500 fois 40%, ça fait 1000. Donc je vais pouvoir amortir 2 fois plus que ce que j'avais amorti en linéaire. En linéaire, j'avais amorti 500 par an. Ici, la première année, je peux amortir 1000. Combien j'ai amorti au total? 1000. Ma valeur résiduelle, 2500 moins 1000, 1500. Année suivante, première règle, j'amortis sur la valeur résiduelle. 1500. 1500 fois combien? Je peux doubler le taux, c'est la deuxième règle, donc fois 40%. 20 fois 2. Oui. Et 1500 fois 20 fois 2, ça fait 600. Je vais donc amortir 600 € la deuxième année. Combien j'aurai amorti au total? 1000 € plus les 600 €, ce qui nous fait 1600 €. Qu'est-ce qui reste en valeur résiduelle? 900 €. Année suivante, première règle, j'amortis sur la valeur résiduelle, 900 fois, je double le taux, deuxième règle, 20% fois 2, 40%, mais 900 fois 40%, ça fait 360. Or, troisième règle, l'année où l'amortissement dégressif devient plus petit que l'amortissement que j'aurais pratiqué en linéaire, je vous rappelle qu'ici l'amortissement linéaire était de 500 € par an, 2500 divisé par 5, 360 c'est plus petit que 500, je repasse en linéaire, et donc cette année-là, mon amortissement ne peut pas être de 360, mais doit être de 500, à cause de la troisième règle. Combien j'ai amorti au total? 2100. Quelle est ma valeur résiduelle? 400. Année suivante, qu'est-ce que j'amortis? Je devrais amortir de nouveau 500. Mais non, ma valeur résiduelle est de 400, donc j'amortis 400. Combien j'ai amorti? 2500. Ma valeur résiduelle est de 0. Et donc la dernière année, qui serait la cinquième année normalement, j'amortis plus rien parce que le bien ne vaut déjà plus rien. Il a été amorti en dégressif, et l'amortissement cumulé est toujours de 2500, et ma valeur résiduelle est toujours de 0. Et donc, un amortissement dégressif va toujours me permettre d'amortir un bien une année plus vite que si je l'avais fait en amortissement linéaire. Et en plus, les amortissements sont plus élevés les premières années, et sont même le double la toute première année. Donc, c'est très intéressant au niveau fiscal, évidemment, parfois quand on a beaucoup de bénéfices, de pouvoir amortir en dégressif. Évidemment, si on amortit en dégressif, on est obligé de tout le temps amortir ce bien en dégressif, c'est évident. Ensuite, après les frais d'amortissement, on va parler de la base imposable. Mais avant ça, je vais peut-être boire un tout petit coup. Alors, la base imposable, donc on a fini avec les frais. Maintenant, on va regarder sur quoi est-ce qu'on calcule l'impôt. C'est ce qu'on appelle la base imposable. Alors, on a vu dans la toute première partie qu'il y avait certains revenus qui étaient taxés distinctement grâce à des précomptes. Ici, on va parler des revenus qui sont taxés de manière dégressive avec les taux d'imposition. Donc d'abord, on va voir la base imposable. Donc la base imposable, c'est le montant des revenus sur lequel va être calculé l'impôt. Donc dans le cas d'un indépendant, je vous donne le cas d'un indépendant, personne physique, plutôt commerçant. Voilà comment on calcule plus ou moins cette base imposable. Donc, enfin pas plus ou moins, comment on la calcule. D'abord, on a son chiffre d'affaires, ce qu'on a gagné.
pendant l'année, desquels on va retirer tout ce que j'ai utilisé pour faire ces ventes, c'est-à-dire, en gros, en comptabilité double, toute la classe 60. Donc les marchandises, les matières premières, les sous-traitants. Et donc je vais enlever les marchandises. Je dois faire attention au stock, parce qu'il faut tenir compte de la variation de stock. En effet, si j'ai un stock en début d'année et un stock en fin d'année, mais mon stock n'est pas toujours identique. Ça veut parfois dire qu'il y a des marchandises achetées précédemment que je vais utiliser cette année-ci, mais que je n'avais pas déduit les autres années, donc je devrais les déduire cette année-ci. Et à l'envers, si mon stock a augmenté, ça veut donc dire que dans les marchandises que j'ai achetées cette année-ci, il y en a certaines que je n'ai pas utilisées, mais qui se trouvent encore dans mon stock. Donc on verra comment on calcule tantôt, mais il faut faire la variation de stock, c'est très important quand on calcule les marchandises. Ce qui va rester de chiffre d'affaires moins les marchandises en tenant compte de la variation de stock, c'est ce qu'on appelle le bénéfice brut. Oui. Ensuite, je vais pouvoir déduire tous mes frais. Oui. À l'intérieur des frais, il y a les cotisations sociales. Alors, je vous en parle un tout petit peu, parce que j'ai souvent des soucis avec les cotisations sociales avec mes clients. Donc, je réexplique encore à mes clients, pourtant, quand ils débutent comme indépendants. Parce que les cotisations sociales d'indépendants, beaucoup de gens me disent « Ah, si je suis complémentaire, ça me coûte à peu près 80%, et si je suis en principal, ça me coûte presque 800 € par trimestre. » Donc 80, 800. Grosse différence. Mais non, en fait, les cotisations sociales, c'est calculé sur votre bénéfice net imposable. Donc, c'est sur ce que vous avez gagné, vous allez payer 20,5% à peu de choses près de cotisation. Il y a un plafond quand même. Enfin, parlons simplement, il y a à peu près 20% de cotisation. Donc, si vous allez gagner énormément d'argent, vous allez gagner 30 000 €, mais vous aurez au total de l'année à peu près 6 000 € de cotisation. Même si vous avez si vous étiez indépendant complémentaire, si vous avez payé 4 fois 80 €, 320 € sur une année, mais quand votre organisme social, donc la caisse de cotisation d'assurance sociale, va savoir que vous avez gagné 30 000, elle va vous dire, excusez-nous, vous avez payé 320, maintenant, il fallait que vous payiez 6 000, parce que 20% de 30 000, c'est à peu près 6 000. Donc vous allez nous payer la différence maintenant. C'est pour ça que je parle un petit peu des cotisations sociales, ça ne se trouve pas du tout dans le cours, et je le regrette. Faites très attention aux cotisations sociales, c'est après l'impôt ce qui tue le plus souvent des nouveaux indépendants, c'est les régularisations de cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, calculez toujours à peu près 20% de ce que vous avez gagné, il faut les mettre de côté parce qu'il va falloir payer des cotisations sociales. Et le mieux, c'est de les payer en avance, donc d'encore les payer dans l'année. Ça vous arrangera avec votre comptable quand vous deviendrez indépendant pour savoir comment faire pour encore les payer dans l'année, plutôt que d'attendre les régularisations qui arrivent parfois 3 ans après. Donc, vous avez tous vos frais. Donc, vous avez votre chiffre d'affaires. Vous déduisez vos marchandises. Vous avez votre bénéfice brut. Ensuite, vous déduisez tous vos frais. Tous les frais professionnels, on va en parler encore un petit peu après, qui sont déductibles, évidemment. Donc, vous ne déduisez pas tous vos frais de restaurant, vous ne déduisez pas tous vos frais de voiture, vous ne déduisez pas vos frais personnels, vous ne déduisez pas vos dépenses déraisonnables, seulement ceux que vous pouvez déduire, et vous allez avoir alors votre bénéfice net imposable. Et rappelez-vous, pour ceux qui se déplacent de leur domicile vers leur lieu de travail, vous avez encore droit à 15 € pour les kilomètres entre votre domicile et votre lieu de travail. Il faut évidemment calculer ces kilomètres pour savoir combien sera ce montant-là. Et alors, vous aurez votre base imposable de vos revenus d'indépendant, sur lesquels vous allez devoir payer de l'impôt. Combien vous allez payer d'impôt? Alors, attendez, je reviens. Voilà. Donc, combien vous allez payer d'impôt? Alors, voilà le fameux tableau qui définit comment on est mangé sur ses revenus en Belgique. Alors, donc, les taux d'imposition sont les suivants en Belgique. Ils sont progressifs. Donc,
plus vous gagnez d'argent, plus vous allez payer d'impôts sur les derniers revenus. Attention. Donc, si vous gagnez entre 0 et 13 250 €, sur ces premiers 13 250 € ou moins que ça, vous allez payer 25% d'impôts. Enfin, on va calculer 25% d'impôts de base, on verra par la suite. Sur la tranche pleine, c'est-à-dire si vous gagnez exactement 13 250 € de revenus sur une année de base imposable, vous allez devoir payer 3 312,50 €. Donc ces montants vont surtout nous être utiles pour les calculs par la suite. Ensuite, les revenus que vous gagnez entre 13 250 et 23 390, seulement ceux-là, vont être taxés à 40%. Attention, les premiers 13 250, eux, sont toujours taxés à 25%. Les autres seront taxés à 40%. Si vous gagnez 23 390, on est à peu près à 10 000 € ici, donc presque à 4 000 € là, d'impôts, à 40%. Ça fait 4 000 et quelques euros. Plus les 3 312,50, ça fait 7 368,50. Donc, le montant que vous avez ici, c'est la totalité de l'impôt à payer sur les différentes tranches. Donc, quand on est à 7 368,50 € d'impôt, ça veut donc dire qu'on a gagné un revenu de 23 390. On a déjà tenu compte des 3 312,50 qui sont au-dessus. Donc, c'est le total, les 7 358,50. Ensuite, si vous gagnez encore un peu plus, que vous gagnez tout ce que vous gagnez entre 23 390 et 40 480 va être taxé à 45%. Et si vous gagnez 40 480, eh bien vous allez devoir payer 15 059 € d'impôts. Ça tient compte déjà des 7 368 qui sont là, qui eux-mêmes tenaient déjà compte des 3 312 qui étaient avant. Donc c'est la totalité. Si je gagne 40 480 € d'impôts, je vais devoir payer 15 059 €. Et à partir de 40 480, eh bien là, vous êtes taxé à 50% d'impôts. Et là, il n'y a pas de limite, c'est the sky is the limit. Donc, si vous gagnez, je ne sais pas moi, disons 41 000 €, il y a 520 € qui vont être taxés à 50%. 520 fois 50%, ça fait 260 €, auxquels on va rajouter les 15 059 € de toutes les autres tranches. Attendez, j'ai une guêpe qui se promène autour de moi. Voilà, la guêpe nous a quitté, les aléas du direct. Donc, attention, deux choses dans ce tableau. D'abord, ce tableau, il ne faut pas le connaître par cœur, évidemment. À l'examen, vous l'aurez, et chaque année, il change un peu. Il y a quelques années, on avait encore une tranche de 30% entre les 25 et les 40. Je crois que c'était il y a 2 ans encore. Ben, cette tranche a disparu. Ils ont adapté toutes les autres tranches, évidemment. Donc, chaque année, ça change. Et selon les gens qu'on aura au gouvernement l'année prochaine, eh bien, ce tableau risque de changer, peut-être encore fortement, puisque ça dépend des différentes politiques fiscales des gouvernements. Mais actuellement, pour les revenus 2019, et donc la déclaration qu'on est en train de faire maintenant, avant fin juin, pour les particuliers en 2020, c'est les taux de revenus et les taux d'imposition que nous avons actuellement. Continuons. Donc, je crois que tout ce que je vous ai dit se retrouve de nouveau ici sur ce slide. Donc, les premiers 13 250 € de revenus sont donc taxés pour tout le monde à 25%. Donc, ceux qui dépassent le sont à 40%. Donc, les revenus qui dépassent 13 250 €, c'est seulement ceux-là qui sont taxés à 40%. Donc, parce qu'il y a une idée reçue populaire qui consiste à penser que si je gagne 13 300 € par exemple, ils vont tous être taxés à 40. Je retourne à mon tableau. Donc si je gagne 13 300, ils vont tous être taxés à 40. Mais non, les premiers 13 250 vont être taxés à 25.
Et c'est seulement les 50 € qui restent qui vont être taxés à 40. Oui. Donc c'est seulement les 250 € qui dépassent. Oui, j'étais à 13 300. C'est seulement les 250 € qui dépassent la première tranche. Qui seront. Non, c'est pas 250 €, excusez-moi, c'est 50 € qui dépassent la première tranche, qui seront taxés à 40, et les 13 250 premiers euros, eux, ben, ils seront taxés à 25%. Donc là, il faut rectifier, c'est pas 250, c'est 50. Donc, un petit exemple avec une base imposable de 36 000 € par an. Donc, 36 000 €, ça se trouve dans la troisième tranche. Oui. Je vais donc calculer la différence entre les 36 000 € et les 3 390 €, qui sont taxés à 45%. 36 000 € moins 23 390 €, ça fait 12 610 €, qui sont taxés à 45%, ce qui fait 5 674,50 € d'impôt de base sur cette tranche. Mais je dois alors rajouter à ces 5 674,50 € toutes les tranches précédentes. J'étais dans la troisième, toutes les tranches précédentes, ça fait 7 368,50 €. Et donc, aux 5 674,50 €, j'ajoute 7 368,50 € et au total, j'ai un impôt de base de 13 043 € sur 36 000 € par an. Ce qu'on appelle l'impôt de base. Donc on peut faire quelques autres exemples. Imaginons 18 000 € de base imposable. Donc, le revenu de la dernière tranche, les 18 000 €, c'est dans la deuxième tranche qui commence à 13 250 et qui est à 40%. Donc, 18 000 moins les 13 250, dans cette tranche-là, il y a 4 750. C'est la tranche des 40%. Donc, ça fait l'impôt sur cette tranche-là, elle est de 4 750 fois 0,4, ce qui fait 1 900 € dans cette tranche-là. Et on retourne voir, donc j'étais à 18 000 €, donc j'étais dans la deuxième tranche, je rajoute alors la première tranche, l'impôt total, 3 312,50. Et donc aux 1 900 €, je rajoute 3 312,50. Et 1 900 € plus 3 312,50, je vais avoir un impôt total de 5 212,50. On peut faire l'exemple avec 60 000. Là, on est au-dessus, on est dans les tranches de 50%. Donc, je vais voir la limite de la tranche. 60 000, c'est dans la dernière, taxé à 50. La limite de la tranche, c'est 40 480. Oui. Donc, à partir de 40 480, je suis taxé à 50. Donc, je fais 60 000 moins 40 480. Dans cette tranche-là, j'ai 19 520 € qui sont taxés à 50%, ce qui me fait 9 760 € d'impôt dans cette tranche, auquel je rajoute l'impôt de toutes les tranches avant. Et l'impôt de toutes les tranches avant, c'est 15 059. Et donc, 9 760 plus les 15 059, ça me fait 24 819 € d'impôt sur 60 000 € de base imposable. Et alors, un petit revenu, je vous ai fait toute l'explication comme d'habitude, mais c'est sur un petit revenu de 12 000 €, donc 1 000 € par mois. Donc, 12 000 €, c'est dans quelle tranche? La première, oui. Alors, ça pourrait être fort simple. Si c'est la première, il n'y en a pas avant. Donc, 12 000 €, c'est taxé à combien? À 25%. 12 000 fois 25, ça fait... 12 000 fois 25, ça fait 3 000, oui. Mais bon, je vous ai décomposé le tout. 12 000, quel est le début de la tranche? 0, donc ça fait 12 000. 12 000 taxé à 25, ça fait 3 000. 3 000 auquel je rajoute toutes les tranches d'avant, il n'y en a pas, c'est la première. 3 000 plus 0, ça fait 3 000. Et donc l'impôt de base sur 12 000 € est de 3 000 €.
Évidemment, ça peut vous faire très mal quand vous voyez ces impositions. Vous vous dites, c'est pas possible, on n'est quand même pas taxé autant. Rassurez-vous. Parce que même sur des petits revenus, vous avez vu 12 000 euros, 3 000 euros, qu'est-ce qui reste? 9 000. C'est déjà beaucoup moins que 1 000 euros par mois, si je n'ai que 9 000 par an. Mais en fait, ce qu'on a calculé, c'est l'impôt de base. Et heureusement, comme dans à peu près comme dans tous les États dans le monde, il y a certains revenus, les plus petits revenus, qui sont exonérés. Donc on ne paye pas d'impôt sur un certain nombre de revenus. En Belgique, on a choisi les exonérations, et donc il y a certains premiers revenus, mais ça doit être égal pour tout le monde. Donc il y a certains premiers revenus qui ne sont pas taxés selon les charges de ménage, donc le nombre d'enfants, si vous êtes handicapé, si des enfants sont handicapés, si vous avez vos parents à la maison qui sont âgés, tout ça peut varier, et donc je vous ai mis les différents revenus exonérés dans le petit tableau là en dessous. Donc n'importe quel habitant, vous, moi, toi, lui, elle, tout le monde, tous les habitants du royaume ont droit à 8 860 euros de revenus exonérés. Donc sur vos premiers 8 860 euros, vous ne payerez jamais d'impôt. Donc si vous gagnez moins que 8 860 euros, tranquillisez-vous, vous ne payerez jamais d'impôt. Oui. Si en plus vous êtes handicapé, je ne vous le souhaite pas, mais bon, voilà, la loi est ainsi faite, si vous êtes handicapé, vous pouvez en plus avoir un revenu exonéré de 1 610 euros. Donc vos revenus peuvent même être supérieurs encore à 8 860 euros. Donc tout handicapé a droit à 1 610 euros de revenus exonérés en plus. Si vous avez un enfant, vous avez droit à 1 610 euros de revenus exonérés aussi. Si vous avez 2 enfants, vous avez droit à 4 150 euros de revenus exonérés pour les 2 enfants. C'est pas 1610 plus 4150, c'est 4150 pour les 2. Si vous avez 3 enfants, pour les 3, c'est 9 290 euros de revenus exonérés. Si vous avez 4 enfants, ça devient très bien, mais enfin ça coûte cher un enfant, c'est 15 030 euros pour 4 enfants. Et à partir du 4e, là, ils ne sont plus amusés à faire et pour 5, et pour 6, et pour 7. Ils disent, chaque enfant en plus, à partir du 4e, vous permet de bénéficier d'un revenu exonéré, excusez-moi, de 5 740 euros par enfant. Donc si vous avez 6 enfants, vous avez 2 fois 5 740 euros, plus les 15 030 euros pour les 4 enfants, et évidemment, si vous êtes habitant du royaume, aussi les 8 860. Alors, il faut savoir, je vous ai mis dans la deuxième partie du tableau, qu'un enfant handicapé compte pour 2. Donc, si vous avez un enfant qui est handicapé, vous aurez droit à 2 enfants, c'est-à-dire 4 150 euros de revenus exonérés. Si vous avez 2 enfants et il y en a un qui est handicapé, c'est comme si vous en aviez 3, et donc ça fera 9 290 euros de revenus exonérés. Alors je vous rappelle qu'un enfant mort-né, c'est jamais agréable de le dire, mais un enfant mort-né compte l'année où il aurait dû naître. Toujours intéressant. Enfin, intéressant, c'est pas intéressant d'avoir un enfant mort-né, mais c'est toujours intéressant de le savoir si un jour ça devrait arriver à quelqu'un. J'ai déjà eu des clientes qui sont arrivées dans mon bureau et que je leur demande le nombre d'enfants. Elle me dit 3 parce que j'en ai perdu un. Je dis, vous avez perdu un enfant? Et elle m'explique, oui, il est décédé, j'étais enceinte et il est décédé à 8 mois de grossesse. Moi, je lui ai simplement dit, et vous l'aviez déduit? Elle dit, comment ça? Je dis, oui, vous l'aviez déduit l'année où il aurait dû naître, parce que vous aviez le droit de le déduire. Non, j'y ai pas pensé. Bon. Heureusement, il y avait moins de 3 ans et donc on a pu faire une régularisation. Si ça avait été plus long, on n'aurait pas fait de régularisation. Elle m'a remercié malgré tout. Je lui ai dit, écoutez, voilà, c'était pas de la, quand je vous ai demandé si vous l'aviez déduit, je voulais pas être méchant. Je dis, mais voilà, vous y avez droit. C'est bon à savoir. Alors, un enfant de moins de 3 ans, sans frais de garde. Donc, c'est donc un enfant qui a moins de 3 ans, et pour lequel vous ne déduisez pas de frais de garde dans la déclaration. Donc, il ne va pas à une crèche et vous ne déduisez pas le nombre de jours. Je crois que actuellement, on est à 11,20 €,
quelque chose dans ce style-là, par jour de garde d'enfant qu'on peut déduire. Donc, si vous payez une crèche, vous pouvez déduire, je pense que le dernier chiffre, j'ai pas été voir récemment, que le dernier chiffre doit être 11,20 €, et donc vous pouvez déduire 11,20 € par enfant, en frais de garde, quand l'enfant a moins de 12 ans, mais quand il a moins de 3 ans, si vous ne déduisez pas de frais de garde, ça veut donc dire qu'il y a peut-être un parent qui reste à la maison, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez déduire 600 €, enfin, il y a 600 € de revenus exonérés en plus. Si vous accueillez, c'est pas un parent, c'est pas si vous êtes parent de plus de 65 ans, évidemment, c'est si vous accueillez un de vos parents ou collatéraux qui a plus de 65 ans, jusqu'au 2e degré, donc ça veut dire vos parents, vos grands-parents, ou vos parents, vos frères et sœurs, parce que c'est aussi le 2e degré collatéraux, hein. Bien, si vous accueillez ces gens qui vivent chez vous, ils font partie de votre ménage, et qui n'ont pas beaucoup de revenus, vous avez droit à 3 200. Les pensions ne sont pas considérées, enfin, c'est des calculs un peu complexes, mais vous avez droit à 3 220 € de revenus exonérés complémentaires, si c'est votre cas. Et alors, un parent isolé, c'est-à-dire quelqu'un qui a des enfants et qui n'est pas marié ni en cohabitation légale avec quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un d'autre soit parent des enfants ou pas, donc quelqu'un qui est isolé fiscalement, et qui est parent, c'est-à-dire qu'il a au moins un enfant, a droit à 1 610 € en plus de revenus exonérés. Il faut savoir que s'il y a des gardes alternées, tous les montants relatifs aux enfants sont divisés par 2. Vous pouvez avoir des demi-enfants. Et si vous avez 3 enfants, vous pouvez avoir l'avantage de 3 enfants divisé par 2. Donc 3 enfants divisés par 2, c'est pas un enfant et demi. C'est 3 enfants divisés par 2. C'est l'avantage de 3 enfants que l'on divise par 2. Si vous avez 4 enfants en garde alternée, c'est 15 030 € divisé par 2. C'est pas 2 enfants, 4 150 €. Non, c'est 4 enfants divisé par 2. Je sais bien que ça fait 2, mais fiscalement, c'est pas la même chose. Donc voilà, ce tableau-là non plus, il ne faut pas le connaître par cœur, hein. Il change assez fréquemment, chaque année il est indexé, donc voilà, vous devez savoir que ça existe et vous devez savoir calculer grâce à ce tableau, mais à l'examen, ce tableau vous sera donné évidemment, tout comme le tableau des taux d'imposition. Donc prenons un exemple pour un contribuable isolé avec 3 enfants, donc il est isolé. Il n'est pas marié, ni cohabitant légal, il a 3 enfants, il ou elle a un contribuable. Il a un enfant de 12 ans, un de 6 ans qui est handicapé, et un de 2 ans pour lequel il ne déduit pas de frais de garde. Pourquoi il ne déduit pas de frais de garde pour le plus petit enfant? C'est parce qu'il vit avec sa mère qui a 67 ans, pas avec la mère de l'enfant, avec sa mère à lui, la mère du contribuable, donc il vit avec sa vieille maman, sa maman âgée, qui a 67 ans. Alors, ces revenus exonérés seront de combien? Donc, bon, on va tout de suite revoir le tableau. Donc, il est habitant, 8 860. Il a 3 enfants, mais un handicapé. Donc, 15 030 pour les enfants. Oui, puisque un enfant handicapé compte pour 2, c'est comme s'il en avait 4. Oui. Et il est parent isolé, il a droit à 1 610 € en plus, et en plus sa maman vit avec lui, elle a plus de 65 ans, 3 220 €. Je retourne, 8 860 pour l'habitant du royaume, 4 enfants, parce qu'il y en a un qui est handicapé qui compte pour 2, 15 030, un enfant de moins de 3 ans sans frais de garde, 600 €, parent isolé, c'est 1 610 €, il vit avec un de ses parents, donc sa maman de plus de 65 ans, 3 220 €. Total des premiers revenus exonérés, 28 320 €. Donc les premiers 28 320 € que ce contribuable gagne ne seront pas taxés. Il ne va pas être taxé sur ses premiers 28 320 € qu'il va gagner. S'il gagne moins, il risque même de récupérer de l'argent par des crédits d'impôt. Alors, attention, il s'agit bien des 29 320 premiers euros de revenus qui sont exonérés. Faites attention à cette notion-là. Donc, c'est bien les premiers revenus qui sont exonérés. Parce que, imaginons que sa base imposable soit de 40 000, il est faux
Donc c'est pas juste, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Ce que je mets là, c'est faux. Il est faux de faire 40 000 euros moins 28 320, ça fait 10 680 de revenus taxés. 10 680, je vais voir dans les tranches, 10 680 c'est la première à 25%. Et donc 10 680 fois 25%, ça fait 2 670 euros d'impôt. Non, non, on ne prend pas les revenus moins les revenus exonérés. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va exonérer? Ben, les plus gros revenus. Non, c'est les... On recommence, ici, c'est les premiers et ceux qui sont taxés à 25, et puis éventuellement ceux à 40, puisque lui était quand même à 29 000, qui sont taxés. Et donc on est taxé sur le reste, sur ce qui est en dessous. Oui. Je reviens. Donc, ce qu'on a fait là-haut, c'est on vient d'exonérer donc les derniers revenus. C'est les premiers revenus gagnés qui sont exonérés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le bon calcul? Eh bien, il y a 4 phases dans le calcul de l'impôt. N'oubliez jamais ça et faites-les. Dès que vous calculez un impôt, 4 phases. D'abord, on calcule l'impôt de base. C'est ce qu'on a fait là tantôt. Par rapport à la base imposable, on va calculer l'impôt grâce au tableau que l'on a. Ensuite, une fois qu'on a calculé la base imposable, on calcule les revenus exonérés. Donc, je suis habitant du royaume, j'ai un enfant ou j'ai 2 enfants, j'habite avec mamie dans un très vieil appartement rue Saint-Lazare. Donc, tout ça, on calcule ces revenus exonérés, le montant des revenus exonérés. Ensuite, on recalcule, grâce au tableau, l'impôt qu'on ne va pas payer grâce aux revenus exonérés, mais on repart depuis le début du tableau. Et enfin, on calcule l'impôt que l'on doit, ben c'est l'impôt de base moins l'impôt qu'on a épargné sur les revenus exonérés. D'accord? Et donc, si on reprend l'exemple précédent, donc on a un impôt de base de 40 000 euros, j'avais dit. Oui? Alors, 40 000 euros, ça se trouve où? Ça se trouve dans la 3e tranche, qui s'arrête à 40 480 euros. Donc, on est taxé à 45%. Oui, sur les revenus entre 40 000 et 23 390. 40 000 moins 23 390, ça fait 16 610, qui sont taxés à 45%, ce qui fait 7 474,50, auquel on rajoute, j'étais à la 3e tranche, 7 368,50. Et donc, les 7 474,50 de la tranche à 45%, plus les 7 368,50 de toutes les autres tranches avant, ça va nous donner 14 843 euros d'impôt de base. Ensuite, je calcule les revenus exonérés comme on l'a fait avant. Donc, on avait 8 860 parce que je suis habitant, 4 enfants parce que j'en ai 3 mais il y en a un qui est handicapé, 15 030, un enfant sans frais de garde 600, je suis parent isolé 1610 et je vis avec mamie 3220. 1860 plus 15 030 plus 600 plus 1610 plus 3220, ce qui fait 28 320 euros de revenus exonérés. Donc sur les premiers 28 320 euros, je ne vais pas payer d'impôt. Donc je calcule de nouveau avec le tableau l'impôt que je ne vais pas payer sur les 29 320. 29 320, ça se trouve où? Ça se trouve dans la 3e tranche, à 45%, qui commence à 23 390. Donc je vais calculer le nombre d'euros que je ne vais pas payer, mais qui sont à 45%. 29 320 moins 23 390, ça fait 5 930. À 45%, ça fait 2 668,50 d'impôt sur cette tranche-là. La guêpe est revenue. Décidément. Auquel je rajoute, maintenant aller sur mon clavier, allons-y gaiement, auquel je rajoute, je reviens là, les 7 368,50 de tous les revenus précédents. Excusez-moi si je regarde un peu partout, je suis un peu stressé, cette guêpe est juste là. Et donc,
J'avais 2668,50 plus les 7368,50, ce qui me fait un total de 10 037 euros d'impôts que je ne vais pas payer grâce à mes revenus exonérés de 29 320. Oui. Au final, qu'est-ce que je vais payer? Ben, les 14 843 d'impôts de base, moins ce que je ne vais pas payer grâce à tous mes petits soucis, parce qu'il faut dire quand même que je ne suis pas gâté par la vie, hein, 3 enfants, enfin isolé, 3 enfants, un handicapé, donc 10 037 euros, donc 14 843 moins 10 037 euros, je vais payer 4 806 euros d'impôts. Et ça, c'est mon impôt État. Un autre petit exemple, un contribuable sans enfant qui a une base imposable de 21 600 euros. Cas classique du jeune célibataire qui gagne correctement sa vie, 21 600 euros d'impôt, quoique, encore un peu, enfin 21 600 divisé par 12, oui, ça peut aller, quoi. Alors, c'est autour de, c'est 1800, ça, non? Oui, ça doit être 1800 euros par mois. De base, de brut, enfin de revenus imposables. Alors, donc, 21 600, c'est dans quelle tranche? 21 600, c'est dans la deuxième, taxée à 40, qui commence à 13 250. Donc, je fais 21 600 moins 13 250, ça fait 8 350. Taxé à 40% dans la deuxième tranche. Ce montant-là, c'est 3 340, auquel je rajoute les autres tranches d'avant. Je peux revenir sur les autres tranches d'avant, c'est 3 312,50 d'impôts. 3 340 plus 3 312,50, cette personne va payer 6 652,50 euros d'impôts de base. Donc, il ne va pas les payer. On a calculé son impôt de base. Quels sont ses revenus exonérés? Ben, c'est très simple. Il est sans enfant. Un contribuable sans enfant, apparemment il n'est pas marié, donc un contribuable sans enfant, il est juste habitant. Comme tout le monde, il a droit à 8 860 euros de revenus exonérés. Et donc 8 860 euros. Ensuite, on va calculer l'impôt épargné sur le revenu exonéré. Bien, 8 860 euros, c'est dans la première tranche, c'est taxé à 25. Donc, retournons. 8 860 moins 0, parce qu'il n'y a pas d'autre tranche, ça fait 8 860 fois 25, ça fait 2215, auquel on ne rajoute rien, parce que c'est la première tranche, 2215 euros de revenus d'impôts épargnés sur les revenus exonérés. Au final, quel va être son impôt État? 6 652,50 euros moins les 2215. Il va devoir payer 4 437,50 euros d'impôt État. Je vous ai encore fait un autre petit exemple. Là, il s'agit d'un comptable qui est isolé, comme l'autre, mais avec 2 enfants, et il a une base imposable de 24 000, donc il n'est pas très loin de l'autre. Est-ce qu'il va payer plus? Est-ce qu'il va payer? Il a quand même 2 enfants. Donc, son impôt de base, 24 000. Ah, mais 24 000, il y a déjà un tout petit peu d'euros qui vont être taxés à 45%. Donc 24 000 moins 23 390, ça fait 610 euros dans cette tranche-là, qui sont taxés à 45%, ce qui fait 274,50 euros, plus toutes les tranches avant, 7 368,50 euros d'impôts. 274,50 plus 7 368,50 euros, ça fait 7 643 euros. Les revenus exonérés, un habitant du royaume, 2 enfants, isolés avec enfants, donc parents isolés, donc c'est bien ça, hein. Les 8 860, 2 enfants c'est bien 4 150, parents isolés c'est bien 1610, voilà, ce qui fait 14 620 euros de revenus exonérés. On retourne voir 14 620, c'est dans quelle tranche? 14 620, c'est dans la deuxième tranche qui commence à 13 250. 14 620 moins 13 250, ça fait 1370 dans cette tranche-là, qui est taxée normalement à 40%. 1370
fois 40%, ça fait 548 €. 548 € dans cette tranche-là, plus la tranche d'avant qui est de 3 312,50 € d'impôt, 3 312,50 €, ce qui fait 3 860,50 € d'impôt que je ne vais pas payer grâce à mes revenus exonérés. Et donc mon impôt État est de 7 643 moins les 3 860,50, ça va faire 3 782,50. Donc cette personne gagne 3 000 € en plus, mais au final payera un petit peu moins d'impôts grâce à ses enfants. Mais vous voyez, c'est pas énorme parce qu'on reste, les revenus exonérés sont dans les tranches les plus basses évidemment. Voilà. Alors ensuite, je crois qu'il restera l'exercice récapitulatif, mais il y a déjà plus d'1 heure que je suis en train de vous faire cette vidéo. Donc, je vais peut-être poster cette vidéo et on reviendra dans une vidéo suivante pour faire ensemble l'exercice récapitulatif.